Et de retour dans cette séance pour la suite, après cette pause. Donc ça vous fait une deuxième vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est la suite de la première vidéo, donc la séance 47.1. Voilà, dans laquelle nous étions, donc page 135, à peu près au milieu de la page, et donc je continue cette lecture avec les commentaires, dans lequel Seth nous dit, donc c'est un nouveau paragraphe, il nous dit qu'il existe donc évidemment des futurs probables et des présents probables. Là, il venait de parler des passés probables, donc là il dit qu'il a également des futurs probables et des présents probables. C'est vraiment dans la continuité des exemples que j'ai donnés juste avant. J'essaie, dit-il, de présenter tout cela selon vos termes, puisque, fondamentalement, vous le comprenez, les mots passé, présent ou futur ne sont pas plus signifiants en ce qui concerne l'expérience véritable. C'est intéressant ce mot-là, tiens, l'expérience véritable, je ne l'avais pas encore noté. Donc ce n'est pas plus signifiant en ce qui concerne l'expérience véritable que les mots égaux, conscient ou inconscient. Il en avait parlé un petit peu avant. Ça n'a pas de sens. Donc une seule phrase qui fait un paragraphe. Non, il y a une deuxième phrase quand même. Donc, ce paragraphe complet, je vais le relire. Il dit simplement que, il venait de parler des passés probables, qu'il existe également des futurs probables et des présents probables. Mais gardez en tête, ça c'est très important, que Seth essaie de s'exprimer le plus possible pour coller à des concepts qui nous parlent à nous. Lui, il le dit de cette manière-là. J'essaie de présenter tout cela selon vos termes, puisque fondamentalement, vous le comprenez, les mots passé, présent ou futur ne sont pas plus signifiants en ce qui concerne l'expérience véritable. J'entends cette expérience véritable comme étant l'expérience que vit notre entité, notre âme, donc de manière globale. Ce n'est pas plus signifiant que les mots égaux, conscient ou inconscient. Notre moi interne, profond, qui est connecté à notre entité, les mots égaux, conscient ou inconscient, c'est au mieux une sorte de gradation un peu dans les subtilités, mais ça fait partie de la conscience générale. Il arrive à la fin de leur session à eux de leur côté. Donc il dit, je vais terminer la dictée pour ce soir. Dans cette soirée probable, entre parenthèses, dit avec humour, notre Rob, je choisis cette alternative probable. Point. Mes pensées affectueuses à vous deux. Il termine à 23h20. Rob note encore quelques notes. Seth donne ensuite 2 pages très intéressantes au sujet de quelqu'un qui écrit des romans policiers tout en étant médium, et de sa femme. Ils ont assisté à la session 529 du lundi 18 mai dernier que nous avons supprimée. La session de ce soir se termine donc à 23h35. Ils l'ont supprimée dans le sens où elle n'apparaît pas dans le livre lui-même. Je vais vérifier, 529, effectivement. Tac. Dans le livre, on passe de la session 528 à la session 530. Et nous enchaînons donc avec une nouvelle session de leur côté, la session 531. Lundi 25 mai 1970. Il commence à 21h22. Bonsoir. Rob répond, bonsoir Seth. Maintenant, nous allons poursuivre notre dictée. Et lui, il reprend exactement là où on était lors de la session précédente. Il enchaîne. Il dit « Vous êtes donc l'un des moi parmi d'autres moi indépendants, chacun focalisé sur sa propre réalité. Point virgule, et il existe entre tous une relation de sympathie. » Bon,
Je dirais, là, c'est pas tellement nouveau, hein, il redit à sa manière ce qu'il a exprimé, notamment au moment de la réincarnation. Il a parlé, hein, voilà, des réincarnations. Vous n'êtes que un des moi probables, possibles, réincarnationnels. Hein, donc il y en a quand même beaucoup, parmi d'autres moi qui sont tout aussi indépendants. Gardez en tête, là aussi c'est peut-être particulier pour son ego, c'est que vous avez absolument la certitude d'être le seul moi, vous-même, ce que vous êtes en train d'expérimenter, que vous êtes le seul à vivre ça. Éventuellement, si vous acceptez la notion de moi parallèle ou de moi probable, vous vous dites, oui, il y a des doubles de moi, peut-être, qui sont en train de vivre d'autres expériences, d'autres choix que je n'ai pas fait dans la vie, par exemple. Mais, ce que c'est en train de nous dire, c'est que ces autres moi ont la même idée, la même sensation, le même point de vue. Eux-mêmes se disent, je suis le seul moi valide, c'est moi qui ai fait ces choix-là et qui vis ce que je suis en train de vivre, et il existe d'autres moi, dont vous, qui êtes en train de m'écouter, et pour lui, cet autre moi qui se pense valide, vous n'êtes qu'une réalité probable parmi plein d'autres, et qui n'a pas beaucoup de validité. Donc, vous n'êtes que un parmi plein de moi probables, possibles, parallèles, réincarnationnels. Et voilà, ça peut sembler bizarre d'entendre ça, mais vous n'êtes pas la seule réalité, je dirais, de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a d'autres manières de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et ça se fait en même temps. Et tout est valide. Voilà. Ça, c'est vraiment étonnant, je trouve, d'entendre ça, de l'accepter, de l'accueillir. Après avoir ce qu'on en fait dans sa vie, hein, ça donne en tout cas beaucoup de relativité par rapport à ce qu'on expérimente. Ça aide à prendre un peu de recul par rapport à cette vie qui des fois nous engloutit un petit peu, qui peut nous paraître très encombrante ou très dure, voilà. Il y a beaucoup d'autres moi qui sont vous-même en parallèle et qui vivent d'autres expériences. Chacun d'eux est indépendant. Chacun d'eux a sa propre réalité, est focalisé sur sa propre réalité. Et Seth nous dit que malgré tout, entre tous ces moi, il parle d'une relation de sympathie. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes tous en train de vivre notre expérience, mais que comme nous sommes très curieux, nous sommes aussi intéressés par ce que vivent les autres. C'est-à-dire, je fais tel choix important dans ma vie. En début de séance, je donnais l'exemple, par exemple, de partir, je vis en France, je pars vivre à 20 ans en Italie. Mais il y a forcément, à chaque fois, les deux réalités existent. Celle de partir à 20 ans en Italie et celle de rester en France. Et il y en a beaucoup d'autres, parce que des choix, on en fait tout le temps. Et qu'à chacun de ces choix, il y a au moins deux réalités qui se forment, peut-être plusieurs s'il y a des subtilités dans les choix possibles. Mais à partir du moment où vous pensez vraiment à un sujet, où vous vous posez la question, tiens, est-ce que l'année prochaine, je mets en place ce qu'il faut pour aller déménager, vivre dans un autre pays, je choisis le pays, je réfléchis à ce pays-là, ou j'hésite entre plusieurs pays, à ce moment-là, il y aura plusieurs réalités parallèles qui vont se mettre en place. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, à chaque fois, ça crée des mois qui vont vivre des expériences parallèles.
Je vais tenter une définition de différence entre moi parallèle et moi probable. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, je vous en parle juste dans ce que je crois comprendre aujourd'hui. Seth a répété plusieurs fois dans ce chapitre la notion de probable. Il parle passé probable, présent, futur probable, moi probable. J'ai l'impression que les notions de probable, ce sont des grands événements, enfin c'est des passés, par exemple, si on parle du passé, qui sont très différents. Exemple, je vais vivre dans un autre pays, ça change quand même beaucoup ma vie, ça change toutes les relations que je vais avoir, toutes les personnes que je rencontre au quotidien, la manière dont je me nourris, le rythme de vie, les activités que je vais faire, sans doute mon métier, sans doute, voilà, beaucoup de choses. Ça, pour moi, quand c'est un grand changement et qu'il y a vraiment un peu de réalité, c'est probable. C'est-à-dire que c'est très éloigné. J'ai créé, avec des grands choix de vie, des réalités très distinctes. La notion de parallèle, ce serait des changements plus subtils et donc plus proches. C'est pour ça que c'est vraiment parallèle, c'est très très proche. Alors que probable, c'est des grosses probabilités. Donc quand on fait un choix de l'un ou de l'autre, voilà, on a choisi, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, mais j'en choisis un des deux, ou plusieurs s'il y a plusieurs probabilités. Mais la probabilité, comme je disais, sur laquelle j'ai porté de l'attention, à partir du moment où je porte assez d'intensité d'émotion, je me pose vraiment la question, est-ce que je vais faire tel choix ou tel choix? Si j'hésite longtemps entre les deux vont coexister. Donc ça, c'est des grandes probabilités. Dans la vie quotidienne, j'ai l'impression qu'on fait régulièrement des petits choix qui n'impactent pas tellement, finalement, enfin, qui peuvent impacter plus ou moins la journée, mais en tout cas, on va quand même se retrouver le soir à se coucher dans le même lit, à peu près à la même heure, ou pas forcément, d'ailleurs, si on sort, on va voir des gens, on fait quelque chose, etc. Mais le lendemain matin, on va se réveiller a priori dans le même lit, et on va reprendre notre journée. C'est-à-dire que ce qu'on va faire dans une journée ne va pas forcément impacter énormément ce qui va se passer le lendemain. Ces petits choix au quotidien qu'on fait, est-ce que je pars à telle heure, est-ce que je vais à tel endroit ou à tel endroit, est-ce que je vais plutôt discuter avec un tel ou un tel, est-ce que ces petits choix du quotidien, quand je suis devant la carte d'un menu au restaurant et que je choisis tel ou tel plat, ce sont pour moi des réalités parallèles. Si j'hésite vraiment entre deux plats, j'ai deux moi parallèles qui vont goûter chacun leur plat. Ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Mais pour moi, comme ça ne bouleverse pas notre vie, on va plutôt appeler ça parallèle, plutôt que probable. Voilà. Ce serait la distinction que je ferai aujourd'hui. Des fois, j'utilise un peu l'un ou l'autre, un peu comme ça vient. Là, aujourd'hui, j'aurais l'impression que ce serait plutôt avec ces notions-là que Seth s'exprimerait. Voilà. Sous toute réserve, peut-être que je me corrigerai plus tard si Seth présente des éléments sur lesquels je serai amené à réfléchir un peu plus tard. Voilà, je referme donc la parenthèse sur ces réalités parallèles et probables. Je relis juste la phrase pour refaire le lien avec la suite du paragraphe que je venais de lire avant. Vous êtes donc l'un des moi parmi d'autres moi indépendants, chacun focalisé sur sa propre réalité, et il existe entre tous une relation de sympathie. Par exemple, du fait de cette relation, votre expérience n'a pas été limitée par les mécanismes de la perception physique. Là, je comprends pas tellement la phrase telle quelle. Du fait de cette relation, votre expérience n'a pas été limitée par les mécanismes de la perception physique. Je continue, je vais voir si ça me donne plus d'éléments. Vous pouvez puiser, dit-il, dans le savoir qui appartient à ces autres moi indépendants. Oui, la relation, c'est la relation de sympathie dont il parlait juste avant. Donc, imaginez, il y a des moi très différents, plutôt probables, des moi très proches, parallèles.
Mais tous sont liés. Je pense qu'on a plus de liens. Encore, là je m'engage peut-être un petit peu, j'allais dire on a plus de liens avec les moi plus proches de nous, parallèles, que les moi plus éloignés probables. Non, finalement, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'avis là-dessus, donc je retire ce que j'ai dit. Il y a en tout cas globalement de la sympathie, notamment parce qu'on va expérimenter des choses différentes et que notre entité, globalement, est plutôt contente et curieuse, donc elle est contente d'expérimenter toutes ces expériences. Donc il y a cette relation de sympathie. Et Seth nous dit donc, du fait de cette relation de sympathie, votre expérience n'a pas été limitée par les mécanismes de la perception physique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un lien qui n'est pas présent tel quel dans la réalité physique, qui subsiste entre toutes nos existences, donc entre tous nos moi, probables ou parallèles. C'est ce qu'il dit quand il dit dans la deuxième phrase, vous pouvez puiser dans le savoir qui appartient à ces autres moi indépendants. Nous avons l'impression d'être tous séparés, mais comme nous appartenons à la même entité, là je parle des moi probables ou parallèles, il y a des interrelations possibles. Il y a des échanges. Il y a des possibilités, ça nous expliquera par exemple, je crois que c'est quand on va se coucher le soir, de demander à un autre moi de venir nous donner des capacités particulières. Je pense que j'en avais parlé un petit peu quand j'avais parlé, ça devait être une des dernières séances, le fameux film que je trouve vraiment extraordinaire, si vous l'avez pas encore regardé, je vous le conseille, Everything, Everywhere, All at Once. J'ai vu en plus, j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai fait des recherches dessus, c'est le film le plus titré, je crois, à Hollywood ou dans le monde, au niveau des récompenses qu'il a reçues. Voilà, meilleur acteur, meilleure musique, meilleur scénario, meilleur acteur principal, secondaire. Voilà, il est effectivement visuellement bluffant, l'histoire est quand même assez géniale, c'est dynamique, ça parle à toutes les générations, je pense. C'est aussi un film spirituel d'un certain côté, il parle de science-fiction, mais on peut remplacer la science-fiction par le spirituel et c'est exactement le même message. Voilà, il fait réfléchir, en tout cas, il laisse pas indifférent. Et ils expérimentent justement là-dessus. À leur manière, ils montrent les différents chemins possibles. Donc là, pour moi, c'est des réalités probables qui montrent, avec des choix très différents. Et que comme on a fait des choix très différents, ou même il y a des univers complètement différents, des univers où les mains sont des saucisses, par exemple. Donc, vous voyez que les possibilités d'expérimentation sont infinies. Eh bien, on peut aller chercher dans ces autres réalités des expériences qu'ont vécues nos autres moi, indépendants. Et c'est exactement ça dont Seth est en train de parler. Si vous vous faites une suggestion avant de vous endormir, d'aller chercher une compétence particulière dans un autre moi, par exemple, vous voulez apprendre une langue étrangère, vous essayez de vous connecter à un autre moi probable qui a déjà expérimenté, qui connaît cette langue étrangère, Seth nous dit qu'a priori, on arrivera plus facilement. Alors l'idéal même, si on y croit, bon, j'ai pas encore réussi de mon côté, mais si on y croit pleinement, c'est de se réveiller le matin, on parle la langue. Comme si voilà, on a chargé pendant la nuit, comme Matrice, on charge une compétence particulière, une connaissance, et tout d'un coup, plus que c'est chargé, on se réveille, on parle. Bon, ça paraît un petit peu magique dit comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des compétences, des connaissances, lui dit puiser dans le savoir qui appartient à ces autres moins indépendants, c'est exactement ça. Et nous pouvons en permanence chercher à nous reconnecter à tous ces autres moi qu'on expérimente. Nous sommes tous dans une relation de sympathie. Vous pouvez apprendre, par exemple, il continue 7, à concentrer votre attention en dehors de la réalité physique. C'est ce que je vous propose en vous disant, faites-le juste avant de vous endormir, vous êtes voilà, au seuil de l'endormissement, vous faites des suggestions, ça rentre plus facilement, directement
vers votre moi interne, donc ça change plus facilement vos croyances. C'est l'état qu'on a quand on est dans les séances de sophrologie, quand on est en méditation, quand on est en train d'être dans un entre-sommeil. C'est un état particulier du cerveau qui est beaucoup plus réactif et dans lequel on peut redonner des suggestions pour modifier plus facilement ses propres croyances. Donc on peut faire ses propres autosuggestions. Il nous dit donc, voilà, vous pouvez apprendre à concentrer votre attention en dehors de la réalité physique. Vous pouvez découvrir d'autres méthodes de perception qui vous permettent d'étendre votre concept de la réalité et d'élargir votre propre expérience. Le fait de vous reconnecter à d'autres réalités vous permet d'explorer, bien sûr, différemment, très différemment, la réalité quotidienne. Je vais relire doucement cette dernière phrase qui clôt ce paragraphe. Elle me semble vraiment importante. Il y a des éléments, en tout cas, à retenir. Vous pouvez, dit-il, apprendre à concentrer votre attention en dehors de la réalité physique. Seth nous a dit et rappelé régulièrement que ce que nous prenons pour moi se croit unique. Nous pensons que nous allons mourir et que tout va disparaître de ce que nous sommes. Parce que notre ego, déjà, il est très présent, notre ego, il est l'interface avec cette réalité physique et il veut absolument que ça se passe bien dans ce monde physique. Donc il essaie de tout maîtriser. C'est un papa surprotecteur. Donc il est des fois un peu trop paternel, il faut lui demander de baisser un petit peu la garde. Et c'est ce que Seth propose à nouveau. Concentrez votre attention en dehors de la réalité physique, parce que sinon nous sommes trop focalisés sur la réalité physique. Pour vous faire une autre image, imaginez que vous êtes dans une peu importe, on va dire une pièce en tout cas, toute noire, et vous avez juste une petite lampe torche qui éclaire juste dans un tout petit faisceau, un spot. Eh bien, la pièce globale, c'est notre conscience globale, et ce que l'on éclaire, c'est le tout petit endroit sur lequel nous portons notre attention. L'idée serait, d'une part, soit de pouvoir déplacer le faisceau de lumière ailleurs pour percevoir d'autres choses qui sont présentes, mais sur lesquelles nous n'apportons pas notre attention, ou alors d'élargir le faisceau de lumière pour voir plus large. Quand on dit élargir sa conscience, c'est exactement ça pour moi l'image, je trouve que c'est la meilleure image possible, de voir plus largement, qu'il y a d'autres choses autour de ce qu'on perçoit spontanément. Qu'il y a d'autres formes de réalité qui sont juste à côté, pas très loin, et qui sont tout à fait accessibles à nos sens, mais il faut pour ça défocaliser sur ce que l'on croit savoir de notre réalité tous les jours. Il ne faut pas rester buté sur nos croyances qui nous limitent tous les jours. Il faut savoir donc se remettre en question, y compris profondément, sur tout ce que l'on pense savoir du monde autour de nous. C'est vraiment le cheminement que nous propose Seth. Donc là, il le redit à sa manière, concentrez votre attention, en dehors de la réalité physique. Donc là, c'est même tellement large qu'on sort du monde physique. Vous pouvez découvrir d'autres méthodes de perception. Et l'image du faisceau de lumière, il aide bien à comprendre ça. Si on décale, on perçoit autre chose. Et si on perçoit autre chose, c'est-à-dire qu'on rentre en relation avec autre chose. Donc on va changer de point de vue, on change de conscience. Ce que l'on observe nous change fondamentalement. Si on observe pleinement, si on observe le plus objectivement possible, qu'est-ce que je suis en train d'observer ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que je ressens quand je le vois ? Comment je vis ce que je suis en train de vivre ? Donc c'est une observation objective, mais qui va bien sûr nous toucher notre partie subjective et aller éventuellement à l'encontre de nos croyances. Si ça peut nous permettre de changer de croyance, parce que ça vient justement nous remettre en question, nous dire, mais là, ce que je suis en train d'observer, voilà, au début j'essaie de le faire entrer dans ma croyance. Ah, ça c'est comme si, c'est comme ça, c'est voilà un tiroir que j'ai déjà tout fait, tout prêt, tout, voilà, je range.
Mais si j'observe bien, en général, ça rentre pas vraiment dans le tiroir. Ou au contraire, ça va chambouler complètement. Donc soit je fais un nouveau tiroir, soit j'essaie de casser petit à petit les tiroirs et me dire que chaque fois ou chaque objet que j'observe, en tout cas chaque fois que j'observe un nouvel objet, c'est unique l'observation. Et donc ce que je perçois, et Seth nous a parlé régulièrement de la perception depuis le début de ce chapitre, eh bien ce que je perçois me change, moi, me remet en question. Donc, remet en question mon âme. Donc, ça c'était dans le chapitre 6. Je viens de faire le résumé, effectivement, je m'en souviens, c'est dans le chapitre 6 qu'il en parlait beaucoup de la perception. On ne peut pas, disait-il, distinguer une discussion qu'on a à propos de l'âme d'une discussion sur la perception. Donc on parle d'un sujet très profond quand on parle de la perception, beaucoup plus que ce qu'on imagine au départ. Donc, il disait, vous pouvez découvrir d'autres méthodes de perception qui vous permettent d'étendre votre concept de la réalité. C'est bien ce que je suis en train de dire avec ce faisceau de lumière. Écartez-le ou déviez-le ailleurs. Allez voir d'autres formes de réalité. Restez curieux, curieuse, et autorisez-vous à douter, à sortir de vos schémas. Et conclut-il, d'élargir votre propre expérience. Vous pouvez faire tout ça, nous dit-il. Vous pouvez, il le dit 2 fois. Rob note qu'à ce moment-là, le débit de Jen s'accélère graduellement. C'est seulement parce que vous êtes convaincu que l'existence physique est la seule valide qu'il ne vous vient pas à l'idée de voir si d'autres réalités existent. Une phrase très importante, qui vient un petit peu en conclusion de ce que je viens de dire avant. C'est seulement parce que vous êtes convaincu, tout cet effet de croyance personnelle que nous avons, qui nous limite finalement. Je vais souvent utiliser le terme de croyance limitante, c'est pour dire ça, c'est pas péjoratif. Nous avons besoin de croyances pour vivre dans cette réalité physique, d'après ce que j'ai compris. Ça me semble impossible de ne pas vivre sans croyance. Mais il faut savoir douter et les remettre en question le plus souvent possible. En tout cas, dès qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas adaptées complètement. Lui, il dit convaincu. Voilà. Si on est convaincu, c'est qu'on a des choses très précises arrêtées en tête. Donc c'est seulement parce que vous êtes convaincu que l'existence physique est la seule valide, on se persuade de ça, qu'il ne vous vient pas à l'idée, dit-il, de voir si d'autres réalités existent. On nous regarde souvent bizarrement quand on parle d'autres réalités, puisqu'on s'arrête à ce qu'on voit en premier. Mais c'est pas parce que quelque chose est évident qu'il n'y a pas d'autres informations derrière, qu'il n'y a pas d'autres réalités derrière, qu'il n'y a pas d'autres formes derrière. Il me vient une petite histoire que je connais en tête, je vais vous la dire, ça permet d'exprimer un petit peu ça. Je sais plus d'où je la tiens, est-ce que c'est du monde du yoga, bon, je sais pas, ou peut-être une histoire indienne. C'est l'histoire d'une grenouille qui est au fond d'un puits. Elle est bien dans son puits, il y a de l'eau, elle se promène, il y a de quoi manger. Impeccable. Mais simplement, comme elle est au fond de son puits, ce qu'elle voit autour d'elle, c'est le fond du puits, donc c'est globalement assez noir. Et quand elle lève la tête, elle voit un rond bleu. Le rond bleu, c'est le ciel au-dessus d'elle. Et il y a de la lumière qui vient par là. Des fois, ça devient noir avec des petits points blancs. Des fois, c'est bleu. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle perçoit de la réalité. C'est sa réalité à elle. Tout d'un coup, un jour, il y a un oiseau qui vient se poser sur le bord du puits. Il penche la tête, il regarde vers le bas. La grenouille, tout d'un coup, est tout étonnée. Elle dit, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Tu viens d'apparaître comme ça dans ce disque bleu. Qui es-tu?
Il dit, je suis un oiseau, je vole, je viens du ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire, je viens du ciel, répond la grenouille. Le ciel, je vois bien ce que c'est, hein, je suis pas aveugle, je vois bien ce que c'est. C'est un disque bleu, un petit disque bleu, qui des fois devient noir avec des petits points blancs, mais voilà, la plupart du temps, quand il y a de la lumière, c'est un disque bleu, je ne t'y ai jamais vu dedans, d'où viens-tu ? Et l'oiseau répond, mais pas du tout, le ciel, c'est un grand espace bleu, et effectivement, il y a le soleil qui passe la journée, et la nuit, il y a les étoiles et la lune. Et donc, voilà, l'oiseau ne comprend pas le point de vue de la grenouille, et la grenouille ne comprend pas le point de vue de l'oiseau. Chacun a sa réalité, chacun observe depuis son point de vue, chacun a raison, mais chacun se limite aussi à ce qu'il en perçoit. Parce que si on était un ver de terre, nous aurions une autre perception du monde. Si nous étions un lichen, nous aurions une autre perception du monde. Si nous étions une étoile, nous aurions une autre perception du monde, etc., etc. La réalité que nous percevons n'est que limitée à nous, ce que l'on veut bien en percevoir. Donc voilà, Seth nous disait que, essayez de voir qu'il existe d'autres réalités. Il continue dans ce paragraphe en disant « La télépathie et les phénomènes extralucides peuvent vous indiquer qu'il existe d'autres types de perceptions. Mais vous-même êtes impliqué dans des expériences spécifiques, aussi bien quand vous êtes réveillé que dans votre sommeil. » Donc il cite des perceptions effectivement extrasensorielles, la télépathie, ou les phénomènes extralucides, le fait de percevoir des informations à distance, peuvent vous indiquer qu'il existe d'autres types de perceptions. Si ça vous intéresse, c'est le point de départ, mais je pense que si vous me suivez depuis le début, vous le savez, de l'expérimentation de Jen. Jen était très cartésienne et à un moment donné, alors je ne sais plus d'où lui est venue l'idée. Si, je pense que c'était quand même après sa rencontre avec Seth, qu'elle s'est rendue compte, donc Seth lui a envoyé plein d'informations, elle était en train d'écrire, tout d'un coup elle a eu donc une sorte de transe, de méditation spontanée, qui lui a fait écrire en écriture spontanée tout un texte, et ça l'a beaucoup remis en question. Elle savait pas au début si c'était son inconscient, enfin voilà, elle savait pas d'où venaient ces informations, mais elle s'est dit en tout cas il y a d'autres informations qui existent, auxquelles je n'ai pas accès dans ma vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'elle a voulu écrire un premier livre sur les perceptions extrasensorielles, en tout cas tous ces phénomènes un petit peu particuliers. Et c'était le point de départ de l'expérience qu'elle a fait avec la planche Ouija, qui a été ensuite la première rencontre avec Seth. Donc ces phénomènes, Jen, Robert, les ont expérimentés à l'époque, là, ça fait au moins 7 ans qu'ils l'ont déjà expérimenté. Et elle a fait après, Jen, des cours de perception extrasensorielle régulièrement chez elle, avec des personnes qui venaient pour expérimenter avec elle. Elle les guidait des fois à partir de elle ce qu'elle expérimentait. Et puis je rappelle aussi autre chose, c'est que elle avait justement une capacité particulière, donc elle n'était pas obligée d'être connectée à Seth pour avoir des capacités particulières, elle avait ses propres capacités, et plusieurs fois, il y a, comme ça s'est su justement qu'elle avait ces capacités, il y a des personnes de la police qui l'ont appelée, et elle a aidé à résoudre comme ça des enquêtes en disant voilà, on cherche telle personne qui a disparu, et à partir des émotions, donc on lui parlait de la personne, et elle pouvait sentir ce que la personne était en train de vivre, et à partir de ça aidait la police pour retrouver la personne. Je cite un exemple, il y a eu d'autres exemples, là je les ai pas tous en tête, mais en tout cas avec toujours ces éléments de base, c'est-à-dire les sensations, les émotions, c'est ça qu'on perçoit le mieux finalement à distance. Eh bien ça donnait suffisamment d'informations pour pouvoir dans le monde physique réellement retrouver où pouvait être donc la personne. Donc ces phénomènes extrasensoriels
ils s'en servent régulièrement, et donc 7 le place comme étant quelque chose d'assez évident. Hein. Lui, il en parle, c'est absolument évident pour lui. Et donc c'est pour lui une manière d'indiquer qu'il existe d'autres types de perceptions. C'est le point de départ. Ce qu'il nous dit dans la deuxième partie de cette phrase, c'est que vous êtes vous-même impliqué dans des expériences spécifiques, aussi bien quand vous êtes réveillé que dans votre sommeil. Ce ne sont pas que des perceptions extrasensorielles, ce sont globalement des expériences qui sont liées à nous, notre manière de vivre. Là, je pense qu'il fait, à mon avis, au moins, il fait appel au sens interne. En tout cas, voilà, il parle, là, ce dont il est en train de parler, au moins, ce sont ce qu'il appelle les sens internes, là, ce qui nous permet de nous connecter à notre moi profond, moi interne. Nous sommes en permanence, nous a-t-il dit, reliés à ces moi internes. Il suffit d'abaisser un peu les sens physiques pour laisser plus de place au moi interne. Je pense que ça fait partie des expériences spécifiques dont il souhaite parler là dans ce paragraphe. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à dire sur ce paragraphe? J'ai pas l'impression. Je vais donc passer au paragraphe suivant, dans lequel il commence en disant « C'est ce que l'on appelle le courant de conscience. » Oups là, non. Ce que l'on appelle le courant de conscience n'est que cela. Donc voilà, c'est une sorte de définition. Voilà. Début du paragraphe. Ce que l'on appelle le courant de conscience n'est que cela, deux points. Un petit courant de pensée, d'image et d'impression. Point virgule. Il fait partie d'une rivière bien plus profonde qui représente votre existence et votre expérience plus vaste. Le courant de conscience, voilà, donc c'est une définition, en tout cas, selon Seth. Le courant de conscience est relié à ce dont je parlais juste avant, donc ça va effectivement de manière plus large que les sens internes uniquement, visiblement. C'est l'ensemble des perceptions que l'on a au sens large. Donc c'est des pensées, des images, des impressions, donc c'est quand même beaucoup lié à la psyché, en fait, au fonctionnement de nos sensations. Mais globalement, c'est, dit-il, voilà, une partie d'une rivière bien plus profonde. Donc c'est juste, à mon avis, à sa manière pour nous dire que ce que nous, on peut percevoir de la réalité, déjà d'une part, c'est que la réalité physique, c'est tout petit. Il faut avoir conscience qu'on est en même temps connecté en permanence à tout ce qui est le moi interne, donc qui est derrière la réalité physique, et que globalement, tout ça fait partie d'un grand courant qui est lié à notre manière de nous lier à notre conscience, et que donc cette conscience, elle utilise des moyens de perception beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer. Ce que l'on utilise au quotidien est tout petit. Je ne vais pas donner de chiffres en pourcentage, mais c'est vraiment, à mon avis, minime. Globalement, nous avons beaucoup plus de moyens de nous connecter à d'autres éléments. Mais comme ce n'est pas évident dans notre fonctionnement et que ça ne correspond pas forcément aux croyances communes qu'on a dans cette réalité physique, eh bien on n'y pense pas, on ne regarde pas, etc. Tout ce qu'on a déjà vu dans les paragraphes précédents. Il parle en tout cas là, voilà, je trouve ça intéressant la comparaison, une rivière bien plus profonde qui représente votre existence et votre expérience plus vaste. Quand il parle d'expérience ou d'existence plus vaste, il fait, à mon avis, appel à notre moi multidimensionnel, donc à toutes nos autres réalités, probables, parallèles, réincarnationnelles, notamment. Donc ce que vit notre entité au sens large. Ça, c'est donc le courant de conscience, selon Seth. Il continue en disant « Vous passez tout votre temps à examiner ce petit courant.
Oui, c'est ça. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Le courant de conscience. Le courant de conscience, il fait la distinction, j'avais pas compris le jeu de mots, entre un petit courant de pensée, d'image et d'impression, un petit courant, et un grand fleuve. Il fait partie d'une rivière bien plus profonde. Je dis un fleuve, mais c'est une rivière bien plus profonde. Donc il y a un petit courant qui est ce qu'on utilise au quotidien, et il y a globalement la grande rivière très profonde qui est ce que notre entité perçoit. Voilà, je pense que comme ça c'est plus simple. Il dit effectivement que nous, en tant que personnalité, on n'utilise que le tout petit courant qu'on utilise tout le temps. Vous passez tout votre temps à examiner ce tout petit courant, alors qu'il y a globalement une rivière entière qui est en train de couler, et nous on observe juste quelques petites vagues. Et, nous dit-il, pour terminer cette phrase, vous êtes hypnotisé par la façon dont il coule, fasciné par son mouvement. Voilà, on regarde une toute petite partie. Vous êtes assis, imaginez, à côté d'une rivière, et vous regardez juste sur le bord, un tout petit courant qui circule, et on imagine que ça, c'est notre réalité, alors qu'il y a juste derrière une énorme rivière. C'est comme si, voilà, pour reprendre un peu l'image là, de la grenouille dont j'ai parlé tout à l'heure, si j'étais, je sais pas, un tout petit insecte qui supporte pas trop les vagues, et donc qui reste juste au bord, ou un tout petit alevin, un tout petit poisson, un bébé poisson, minuscule. Vous voyez, les tout petits bébés poissons, ils vont pas s'aventurer au milieu de la rivière. Ils restent au bord parce qu'ils ont des algues, ils ont de quoi se cacher, ils sont loin des gros poissons. Ils ont peut-être une eau un peu plus chaude parce que le fond est moins profond. Ils ont à peu près tout ce qu'il faut finalement pour vivre et être tranquille. Eh bien, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on est juste un tout petit poisson, on reste juste dans un tout petit coin de la rivière en oubliant l'essentiel du courant qui circule à côté. Ça, je pense que c'est vraiment l'image qu'on peut garder en tête sur l'ensemble des informations qui circulent et ce qu'on perçoit. Combien on garde d'informations par rapport à tout ce à quoi on a accès. C'est ça la question qui est posée. Et c'est intéressant, je trouve, la phrase qu'il utilise. Il dit que vous êtes hypnotisé par la façon dont il coule. Alors que pour nous, hypnotiser, c'est utiliser... hypnotiser, c'est même quoi? C'est un peu... on va nous limiter, on va nous induire quelque chose, nous faire rentrer quelque chose quand on est hypnotisé. On a l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui va nous dire, voilà, pensez à ça, faites ci, vous êtes une chaise, vous êtes ça. C'est lui qui a un contrôle sur nous. Et là, il dit qu'on est soi-même, en fait, on s'hypnotise tout seul pour ne s'obliger à voir qu'une toute petite partie de l'ensemble des informations de la réalité. Pendant ce temps, continue-t-il, les autres courants de perception et de conscience passent sans que vous les remarquiez. Voilà. On est le petit poisson sur le bord et on ne voit pas tout ce qui passe dans le fleuve ou la rivière à côté. Les autres courants de perception et de conscience passent sans que vous les remarquiez, alors qu'ils font également partie de vous et qu'ils représentent des émotions, des actions, des événements qui sont parfaitement valides, dans lesquels vous êtes vous-même impliqué dans d'autres couches de réalité. Donc là, effectivement, cette rivière globale dont il parle, c'est bien celle de notre entité, et c'est bien celle de tous nos autres moi, probables, parallèles, réincarnationnels, tout ce que notre entité expérimente en même temps. Elle est capable, notre entité, de gérer tout ça en même temps. Elle est capable de gérer, ça c'est comme si on prenait une tranche d'un fleuve. Elle est capable de gérer, de maîtriser, de travailler avec 100% de l'eau qui coule, tout le débit. Nous, pour reprendre l'image que je donnais, on est juste sur le bord, 10 cm de large, un tout petit coin d'eau, donc il y a un tout petit débit, parce qu'en plus c'est très freiné par la berge, donc ça coule beaucoup plus au centre et beaucoup plus de débit que sur les bords, dans une rivière. Globalement, notre entité perçoit tout, et nous, on est limité
dans notre personnalité en tant que telle, à quelque chose de microscopique, mais chacun de nos moi parallèles et probables est aussi limité que nous. Mais globalement, nous pouvons chercher à nous reconnecter. Nous pouvons comprendre que nous sommes connectés à notre entité et que notre entité, elle ne fait qu'une chose, c'est faire en sorte que ça se passe bien de notre côté, puisqu'elle est en train d'expérimenter à travers nous. Faire en tout cas en sorte... Alors elle n'a pas la même conscience du bien et du mal que nous, elle n'a même pas de conscience de bien et de mal. C'est ça qui peut nous choquer par moments. Mais en tout cas, elle fait en sorte que ce qu'elle souhaitait expérimenter se réalise le plus possible. Et elle se nourrit, elle grandit à chaque fois qu'elle expérimente quelque chose. Donc que nous expérimentons quelque chose. Et elle essaie donc de nous donner des informations pour qu'on aille vers quelque chose qui corresponde à nous, ce que l'on souhaite expérimenter aussi. Ce n'est pas que notre entité, je l'avais déjà expliqué, ce n'est pas juste une marionnette qui nous... Enfin, un maître marionnette qui nous dirige, nous ne sommes pas juste une marionnette qui obéissons, nous avons notre libre arbitre, nous sommes indépendants. Et donc c'est un échange d'informations, mais elle capte l'ensemble des informations de tous les petits moi probables, parallèles et réincarnationnels, et elle gère toutes ces informations-là, elle est contente de vivre tout ça, mais elle peut nous renvoyer des informations pour nous guider, et donc aller chercher ces informations d'un moi probable pour nous ramener à nous, faire des transmissions d'informations. Nous sommes tous reliés, et Seth utilisait même le terme de courant de sympathie, c'est ça, une relation de sympathie. Et je le redis, au risque de choquer certaines personnes, je suis persuadé que nous pouvons avoir deux moi qui vont vivre des vies probables, donc en même temps, dans une même réalité, et que nous allons pouvoir nous rencontrer. Et il y a un certain courant de sympathie entre ces deux personnes. Je ne dis pas que c'est le cas de chaque rencontre amoureuse ou amicale très forte, ou voilà, quand on sent qu'on a des atomes crochés avec quelqu'un. Je ne dis pas que c'est toujours la règle. Ce que je dis, c'est qu'il est possible que dans certains cas, ce soit deux personnalités qui appartiennent à la même entité. Je n'ai jamais vu de contradiction dans les livres de Seth à ce sujet. Il me semble même avoir vu des éléments qui allaient plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'était juste pour remettre un peu du lien avec d'autres éléments dont j'avais parlé avant. Il me semble que cette image de rivière est très claire, j'ai passé suffisamment de temps dessus, donc je termine ici cette séance. On termine en même temps un paragraphe, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute sur cette vidéo. Très belle suite après cette écoute de vidéo, et à très bientôt.